Salut les amis, bienvenue sur Bangarang, le podcast qui réveille l'enfant en toi. Et aujourd'hui, je reçois alors un journaliste, écrivain, podcasteur, plein de casquettes, rappeur même bien, des fois. Une fois. Une fois. Après, le plus stylé, c'est écrivain en vrai. En vrai, je crois, c'est celui qui rassure le plus la famille en tout cas. Est-ce que tu peux dire à partir du moment où t'as fait des Je pense qu'à partir du moment où t'as écrit un livre, t'es écrivain en fait. Donc je suis écrivain, t'as raison. Donc sur ton wiki, tu vas en premier écrivain. J'aimerais, si quelqu'un peut modifier mon wiki et mettre écrivain, j'en serais très satisfait. Et les autres entre parenthèses. Exactement. Super, mais surtout passionné de culture et c'est aussi pour ça que t'es là. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous remercier d'être là, parce que c'est la base quand même, en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Comme ça, toutes les semaines, quand il y a un nouvel épisode, t'es au courant, tu loupes rien. Je tenais également à remercier notre partenaire Glénat, ainsi que le 3bis qui nous a gentiment prêté le superbe endroit dans lequel on tourne ce podcast. Allez, je vous embête pas plus. Bonne vidéo. Bisous. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci d'être là. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu sais pourquoi Bangarang? Ça doit être une ref. T'as pas la ref? Non. Alors Bangarang, c'est dans Peter Pan. C'est le cri des enfants perdus. Ah, j'avais oublié. C'est le cri des enfants perdus, c'est un peu leur cri de ralliement. Et justement, comme ce podcast, c'est un peu pour un petit peu réveiller l'enfant qui est en nous. Tu l'as très justement et que Peter Pan, c'est un peu une métaphore du passage à l'âge adulte sans tuer l'enfant qui est en soi. Et je pense que ça te concerne bien, ça nous concerne tous les deux. Ouais, je pense que ça nous concerne, forcément. Je pense que c'est même un défi de garder un peu, tu sais, c'est l'enfant inner child, tu vois. On a un peu ça, on a l'impression quand tu passes à l'âge adulte, t'es un peu obligé de tuer cet enfant. Et plus on évolue j'ai l'impression plus ça change. Ouais, je suis d'accord. On a le droit de garder cet enfant éveillé. Ouais, même c'est important, je pense. Ouais. Tu vois, de pas d'y repenser, de se dire, est-ce que cet enfant-là, il serait fier de ce que je fais, tu vois, est-ce que je suis encore en accord avec celui que je voulais être quand j'étais un gamin et tout. Je pense que c'est plus moi j'y pense plus maintenant que genre quand j'avais 25-26 ans. Genre maintenant que j'en ai, je vais pas dire mon vieil âge, maintenant j'en ai 37. Je pense il l'a lâché je direct. pense plus à l'enfant que j'étais que il y a 10 ans genre. C'est vrai qu'il y a 10 ans, t'as un peu l'impression de être adulte, c'est être sérieux un peu, tu vois. Un peu. C'est ça, y on passe aux choses sérieuses. Ouais, exactement. On met des costumes, on prend j'ai fait ça. On a tous eu un moment où on a mis des costumes Célio et des costumes. Et on a dit, en fait, je peux continuer à kiffer en fait. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Ok, super. On va passer à ta bio express, mais ta bio, c'est toi qui vas la faire en 20 secondes. Juste, faut que tu démarres dans je suis né et que tu finis dans on est dans Bangarang aujourd'hui. Ok. Tu me dis quand t'es prêt. C'est parti. Je suis né à Intaya, en Algérie. C'est une info réelle. Qu'est-ce que ma bio, en fait, je savais pas quoi faire de ma vie. J'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une prépa HEC. J'ai fait une école de commerce. Le parcours type des gens qui savent pas quoi faire de leur vie. Et un jour, je me suis dit, en fait, non, moi, je veux parler de rap. Et donc, j'ai parlé de rap. Et aujourd'hui, grâce à ça, je suis dans Bangarang. Parfait. T'as même eu une seconde. Incroyable. Ok. Super. Donc, t'as enchaîné sur les études. Ouais. Et on va recommencer en repartant de la base, justement. Savoir la source avant même les études de Mehdi Maizi. Oui. Quelle est la source? Et on va commencer avec Bangarang. Prêt à voyager dans le temps et à venir dans les années 80 parce que c'est là que ça démarre pour toi. On prend une DeLorean pour ça? Bien sûr. Alors, mais on est dans une DeLorean. Incroyable. Ils ont c'est un multiplat DeLorean. Super, un multiplat, très bien. C'est parti. Let's go. Ok, donc là on est dans les années 80, ouais. On démarre là. Donc comme tu dis, ça démarre en Algérie pour toi? Tout à fait, je suis né là-bas, ouais. Ok, t'es resté là-bas jusqu'à quel âge? Jusqu'à mes 4 ans. Ok, t'as des souvenirs de... Non, très flou, en vrai. Ça qu'on dit que les souvenirs, c'est à peu près à partir de 4 ans. Donc c'est un peu à cette limite-là que t'arrives ici. Exactement, donc j'arrive quand j'ai 4 ans en France. Ouais. Et non, j'en ai eu quand je suis retourné, tu sais, en Algérie à l'âge de 15 ans. Parce que j'étais pas allé depuis de mes 8 à mes 15 ans, bref. Et là, en fait, en y retournant, t'as, je sais pas, des odeurs, des sensations, des images qui te reviennent, en fait. Ouais, c'est très flou. Mais non, sur mes 0 à 4 ans, à part les photos que j'ai pas de souvenirs. Ouais, j'ai par contre des souvenirs de mon arrivée en France, bien sûr, mais en Algérie, très peu. D'accord. Donc toi, tes premiers souvenirs, même au niveau artistique, ou là où tu commences à te construire, c'est en France? Ouais, c'est en France, clairement. Mais est-ce que tu sens quand même une influence du fait d'être né en Algérie sur ce que t'écoutais, ce que tu pouvais regarder, etc. En fait, disons que je le sentais via ma mère et mon père, mais bon, mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans, donc c'est surtout ma mère. Et donc, ma mère, elle écoutait forcément du rail, tu vois, donc beaucoup de musique. Elle écoutait beaucoup de musique au sens large, pas que du rail, mais il y en avait forcément. Et puis c'est les années 90, c'est la grande époque aussi des chanteurs de rail qui cartonnaient en France. Bien sûr. Donc Cheb Mami, Cheb Khaled, etc., Rachita. Donc c'est aussi une époque qui était
alors le rail n'a pas entendu d'avoir du succès en France pour exister, mais en tout cas à ce moment-là, c'était une musique qui était genre à la mode en France. Donc c'était aussi cette époque-là où moi, j'arrive en France à ce moment-là. Donc ça, il y avait ça à la maison, bien sûr. Puis d'autres artistes un peu moins connus. Donc c'est plus via ma mère. Tu vois ce qu'elle écoutait, même si en vrai elle écoutait beaucoup de musique noire américaine. Donc c'est là en fait où moi je découvre Aretha Franklin qui était, moi j'ai l'impression Aretha Franklin pour moi c'était quelqu'un de la famille. D'accord. C'était trop important pour ma mère. Ouais. Donc Marvin Gaye, Otis Redding, Billy Paul, Michael Jackson, mais ça comme je pense n'importe quelle personne qui vivait sur Terre dans les années 90, en tout cas dans le monde occidental, tu vois, c'était genre trop important. Et ouais c'était ça. Hein. Donc c'était beaucoup de musique et après un peu de cinéma. Mais ouais on va dire que l'Algérie c'était plus via le rail que ma mère écoutait. Ok. Ouais. Et surtout, ouais, donc t'as très vite ces influences américaines qui arrivent. Ouais, à fond. Vachement américaine dans la musique et le cinéma. En fait, il y avait un peu ce truc-là où genre, c'est quelque chose que je regrette parfois un peu, mais tu sais, je pense, moi je faisais partie des familles où le cinéma français c'était vu comme un truc pas très, même la culture française. Ouais. C'était pas très, en tout cas on était vachement abreuvé nous de films américains, de musique américaine. Et franchement même la chanson française, genre ma mère elle écoutait, elle respectait, mais elle écoutait pas Aznavour, elle écoutait juste Jean-Jacques Goldman. Elle était amoureuse de Jean-Jacques Goldman. Tu vois. Elle avait un amour pour lui qui me dépassait, tu vois. Mais sinon c'était beaucoup en fait de cinéma américain et de musique de pop américaine quoi. D'accord. Donc tout ce qui est variété française, c'est des trucs que t'as découvert plus tard ou t'as toujours fait l'impasse dessus? Non, j'ai découvert plus tard ou alors via la radio. Tu vois, genre évidemment l'avoine, ce genre de choses. Mais quand même, ce qui tournait à la maison, c'était c'était les Beatles, Marvin Gaye, les Rolling Stones. Et d'ailleurs, ça se voyait aussi dans les premiers concerts que j'ai fait avec ma mère, où elle allait voir Phil Collins, tu vois, Tina Turner. On allait voir Michael Jackson au Parc des Princes. Ah, c'est fou ça. T'avais vu Michael Jackson au Parc des Princes. Mais le mieux, c'est Tina Turner. Enfin, c'est pas le mieux. Non, le mieux, c'est Michael Jackson. Et juste ce que je voulais, c'est important que j'en parle. Donc, quand on va voir Tina Turner, c'est à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Genre, c'est, je sais pas, 94, 15, je sais pas quelle époque c'est. Où tu vas là-bas? Bercy. Et parce qu'à l'époque, on disait Bercy. On dit toujours Bercy. Et jusqu'à quand tu penses qu'on va dire Bercy? Je pense qu'à un moment il y a une génération qui va grandir et qui ne sera pas Bercy. Tu penses qu'on va dire Accor Hotel Arena? Les gens vont dire ça. Ouais. Je pense que ça va arriver à un moment dans la pop culture française. Après c'est vrai qu'on disait, moi je me rappelle quand t'es passé de l'euro au franc, parce que je suis vieux aussi, moi aussi. Et on disait, mais moi de toute façon jamais je me. Exactement. On convertissait en franc et à un moment on s'est fait avoir. On a fini par se avoir. Donc on va convertir Bercy en Accor Hotel Arena. Je pense que ça va arriver. Ça me fait mal. Et donc on va voir Tina Turner, mais il y a une première partie. Moi, je découvre les premières parties. Et en première partie, il y a un mec qui chante, qui fait un truc un peu genre country, folk, je sais plus trop, tu vois. Et je suis avec ma mère et ma tante, et elles me disent, il ressemble à quelqu'un quand même. Il ressemble à quelqu'un. Mais il était annoncé comme Bruno, je sais pas quoi, parce que c'était le nom du groupe. Et en fait, avant, ma mère me dit, je crois que c'est Bruce Willis. Ma mère était aussi amoureuse de Bruce Willis, Jean-Jacques Goldman et de Bruce Willis. Et donc, on est tous très excités, tu vois, de se dire, il y a peut-être Bruce Willis qui est en train de chanter, mais non, il chante pas, on le saurait, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte le lendemain, parce que tu pouvais aller chercher sur Internet, qu'en fait, c'était Bruce Willis en première partie de Tina Turner. Ouais, pour de vrai. C'est fou, en fait, et si tu regardes dans les années 90, il avait un groupe qui s'appelle Bruno N, je sais pas quoi, tu vois, qui s'appelait c'était pas sur son propre nom. C'est incroyable. Et donc, j'ai aussi vu Bruce Willis mais sans l'annoncer en highlight. Peut-être que ça a été dit, mais on parlait pas anglais. Tu vois, donc on l'a pas entendu. Et comme il était pas du tout connu pour ça. Donc t'as vu Bruce Willis en vrai, en fait. En concert. Chanter. Absolument. Incroyable. Ce qui est fou surtout, c'est qu'il a pas appelé son groupe Bruce Willis. Non, je pense qu'il voulait faire comme Bon Jovi en mode, c'est moi le chef. Ouais, mais non. Bruce Willis, y a rien. En plus, c'était vraiment à l'époque où Bruce Willis était vraiment, c'est un des plus années 90. Voilà. Donc je pense qu'il avait peut-être pas envie que ça, que les deux carrières, se juxtaposent ou que l'une mange l'autre. Donc je pense qu'il voulait vraiment percer en tant que chanteur, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Oui, mais bon. Parce qu'en fait, il va percer partout, mec. Exactement. Putain, c'est fou, complètement fou. Tu me parlais de Michael tout à l'heure. C'était très cool que t'aies assisté à ces concerts qui sont des concerts mythiques en fait. Ouais, carrément. Ouais. Après, bon, j'ai peu de souvenirs aussi, tu sais, quand t'as 6, 7, 8, 9 ans. Mais je peux dire, j'y étais. Je peux dire, j'ai vu Michael Jackson au Parc des Princes. T'as vu Michael Jackson en vrai? Je l'ai vu en vrai, ouais. Je l'ai vu en vrai, mais j'étais dans la fosse. T'as vu Bruce Willis en vrai? J'ai vu Bruce Willis en vrai, c'est vrai. Je crois que j'étais plus fan de Bruce Willis que de Michael Jackson à l'époque, hein. Mais ouais, j'ai eu la chance de voir ça. J'ai vu Supertramp aussi. Donc c'était un peu la musique que ma mère écoutait. Queen, elle écoutait beaucoup Queen aussi. Donc, moi, forcément, tu sais, t'écoutes ce que tes parents écoutent. J'avais pas encore mes goûts. Sauf après quand il y a eu les boys bands, et j'avoue j'ai écouté les boys bands. Ouais, parce que juste info, on va y venir dans les. Oui, c'est un peu plus tard. Pas tout de suite. Pardon. Mais donc ouais, pour revenir sur Michael Jackson, est-ce qu'aujourd'hui on peut décréter que c'est le plus grand artiste de tous les temps ou c'est un truc à débat? Moi, je pense que c'est un truc moi, je pense le truc de plus grand artiste de tous les temps. Il y a toujours un débat. Après, est-ce que c'est la plus grande pop star de tous les temps? Ça, je pense que oui.
Ouais. Je pense que personne. Est-ce que quelqu'un. T'en as qui vont te dire c'est Freddie Mercury, t'en as qui vont te dire. Je pense pas. Le niveau de pop qu'il a atteint, tu vois, je sais pas, et pour moi, c'était sans précédent. Enfin, surtout, j'ai l'impression que, tu vois, d'ailleurs, quand on disait, c'est le premier qu'on appelait King of Pop. Tu vois, avant, on parlait pas de pop de la même manière. Il y avait des superstars avant, les Beatles, que c'était la folie. Mais là, il y avait en plus quelqu'un qui n'était pas affilié à un seul genre musical. Pour moi, c'est ça qui fait que c'est une pop star un peu ultime, c'est que Michael, il a fait des albums de R&B, en vrai, avec Teddy Riley. Il a fait des morceaux de rock, il a fait des morceaux de soul. Tu vois, pour moi, il dépassait vraiment le cadre de je suis pas la star d'un genre. Un peu comme Beyoncé aujourd'hui, qui n'est plus associé au R&B uniquement. Tu vois, ouais, mais est-ce que tu penses que justement, dans 100 ans, tu vois, quand tu regardes, parce que en fait, il faut passer énormément de temps pour se rendre compte de qu'est-ce qu'on garde. Tu vois. Exactement. Et de ce siècle-là, du XXe siècle, on en gardera un ou deux comédiens, un ou deux chanteurs. Michael en sera. Mais oui. Forcément. Et puis moi, je pense c'est sûr. Et en plus, il est encore cité aujourd'hui. C'est-à-dire que, mine de rien, ça fait quand même quelques années que ces grands albums sont sortis. Ça fait 30 ans, tu vois, plus bien même. 30 ans, je vais pas dire, parce qu'après, il y a des fans qui vont me dire non, il a sorti un album posthume qui est super. Non, c'est pas vrai. Non. Mais en tout cas, il est encore cité, il est encore influent, il y a encore des gens qui s'inspirent de lui. The Weeknd aujourd'hui, la plupart des grands tubes de The Weeknd. I Feel It Coming, c'est un morceau de Michael Jackson. Ah, mais tu clairement. Donc, tu vois encore, et c'est génial. Ça n'empêche pas au fait que The Weeknd soit, donc, il y a même Bruno Mars, tu vois, l'album qui a cartonné, il y avait quand même des trucs. Donc, je pense Bruno Mars, c'était moins subtil, je trouve, comment c'était fait. Il était vraiment dans l'hommage, un peu comme Chris Brown l'était un peu au début de sa carrière. Je suis d'accord. Je trouve que sur The Weeknd, il a créé son truc. Il a créé étant l'héritier, mais pas le fan. Enfin, pas le fanboy. Tout à fait. Et, donc je pense que c'est encore important et tu te vois qu'il y a eu un avant et un après Michael, quoi. Donc je pense qu'évidemment, je sais pas si c'est le plus grand artiste de tous les temps, mais la plus grande pop star, pour moi, il y a pas trop de débat, ouais. Et tu penses que c'est NASA qui disait il est plus connu que le pain. Ouais. Tu vois. Les fous. Voilà, NASA a résumé. J'ai entendu ce truc, c'est tellement drôle. C'est incroyable. Mais c'est vrai que le pain n'est pas si connu que ça, en fait. Moins que Michael, en tout cas. Parce qu'en vrai, on mange du pain qu'en France, du vrai pain. C'est vrai. La baguette. La baguette, c'est que en France. Moi, ça me manque quand je voyage. Ah, mais de ouf. Et surtout, ça n'existe pas. Moi, j'étais un temps à New York, j'arrivais pas à trouver de pain, quoi. Non. Et je suis d'accord. On mange du pain de mie un peu dégueu, de la brioche, des trucs. Ouais, c'est pas ça que je cherche. Ouais, mais c'est bizarre que ça n'ait pas plus marché que ça. Ouais, je suis d'accord. La baguette. Ça n'a pas marché, la baguette. C'est fou. Alors le concept de la baguette n'a pas trop marché. Non, je te jure, c'est fou. Moi, ce que je trouve fou, c'est que la raclette ne marche pas plus à l'étranger. Parce que peut-être, tu as les Quinry, il y a tout ce qu'ils aiment. Oui, c'est vrai. Pommes de terre. Fromage. C'est vachement copieux. Ça devrait cartonner là-bas. Ouais, c'est vrai. tout ce qu'ils aiment, tu vois. C'est vrai, je suis d'accord. C'est bizarre. Ouais, mais ils feraient ça avec du cheddar, les bâtards. Oui, du bacon. Ils feraient n'importe quoi. Exactement. Des frites. Je te propose de jouer un petit jeu. Let's go. J'adore ça. Ça s'appelle Termine la punchline. Mais ça va pas être des punchlines de rap parce que ce serait trop facile. Je sais pas, mais ok. Ça va être des punchlines de films. Ok. Mais de films un peu cultes. Des années 80, du coup. Un peu. Ok. On va essayer de. Mais c'est surtout années 80, 90 et peut-être un peu de début des années 2000. Ok. Ok. Alors si je te dis le lion ne s'associe pas avec. Ça, c'est Mission Cléopâtre. Ouais. Avec le scarabée, non? N'importe quoi. Moins cool. Moins cool. Mais t'étais dans le bon ouais, type c'est un insecte, quoi. Ouais. La chenille, je sais plus. Le truc le plus claqué, tu vois. Mince. Mais c'est Jamel qui dit ça, ou c'est Gérard Darmon. C'est Gérard Darmon. C'est dans leur clash, là, quand ils sont en train de se péter. Avec la larve. Avec le cafard. Avec le cafard, évidemment. Avec le cafard. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que ce rôle de Gérard Darmon devait pas être aussi important. Il était même pas prévu de ouf. Et c'est Gérard Darmon à l'époque qui est dans un moment de doute où il avait eu le film avec les nuls, etc. Et puis depuis plus grand chose, il demande à Alain Chabat de lui faire la passe. Et en fait, au fur et à mesure du tournage, son perso s'épaissit, mais il devait pas être aussi important. Ça devait pas être le mettre en face de Jamel. Finalement, c'est lui le méchant du film au final. Bien sûr. Finalement, donc il est trop chaud. Ok, on enchaîne. Tu vas avoir droit... Alors, je vais te le faire un peu, je vais essayer de le jouer pareil. Ok. Tu vas avoir droit à 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse hors de chez moi, où je te plombe les boyaux avec... Maman, j'ai raté l'avion? Bien sûr. Ouais, ok. Putain. Ah, je suis content. C'est alors, je te plombe, je sais plus. Moi, je veux juste retrouver le film. En fait, j'ai pas compris le jeu. Alors, en vrai, j'aurais pu aller sur je te plombe les boyaux avec du calibre 12 et ensuite il fait un décompte, mais qui est un peu en bas. Est-ce que tu l'as, ça? Je sais plus, non. Je t'avoue que je sais plus. Où il fait 1, 2,
10 Ah oui, directement, c'est ça, exactement. Et après, il tire. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il le refait plusieurs fois. Et à chaque fois, il le fait en Ça, c'est tiré d'un film, c'est ça hein C'est tiré, mais je sais pas si ça. Non, je crois que le film n'est pas un vrai film. C'est pas un vrai film. Ouais, je crois qu'ils l'ont créé pour le. Ils l'ont créé pour le truc, mais. Mais c'est un truc culte. Alors non, le en VF, je sais pas si c'était exactement pareil. Ouais. Mais le 1 de 10, moi, il me tuait. Ouais, c'était marrant. On faisait tous derrière. Ok. Alors, plus court, les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Bien sûr. C'est Tonton Flingueur, je crois. Magnifique. Ouais, de vous dire. Facile. Ok. Alors, dis donc toi, tu sais que t'as une tête de quelqu'un qui vaut $2000 ? Ouais, mais toi, t'as pas la tête. De quelqu'un qui va les empocher, un truc comme ça. De celui qui les encaissera. Ah, ok. Je sais plus, Le Bon, la Brute et le Truand. C'est bon. Okay. Toi, t'es bon, hein, gars. Ouais, c'est que des films que j'ai vus, mais donc ça me dit à chaque fois quelque chose. C'est vrai que c'était des films à punchline, tu vois. De fou. Et la VF, moi j'avoue, je suis team VO, mais ça dépend. On a grandi avec la VF. C'est que moi, en grandissant, il y a plein de films. Alors, je sais pas dans quelle mesure je suis influencé par mes souvenirs, mais il y a plein de VO que j'ai moins apprécié. Moi, les films de mon enfance, je les regarde qu'en VF. Bien sûr. Genre, Indiana Jones, Retour à le futur, n'existe pas en VO. Et puis les voix sont tellement cultes que t'as l'impression de le perdre un peu. Exactement. Mais par contre, c'est vrai que sur des films actuels, j'aurais du mal à les regarder en VF. Ok. Oui, c'est vrai. Tu vois. Dernière, peut-être un peu plus dure. Pour protéger les brebis, faut qu'on arrête le loup et faut être... Ah, je l'ai pas, celle-là. Faut qu'on arrête le loup et faut être... Début des années 2000. Un des mecs les plus charismatiques. Je l'ai pas, franchement je l'ai pas. Un loup pour arrêter un loup. Training Day. Ah, c'est dans Training Day, ok. D'accord. Très bien. Et t'es un peu, tu peux pas toutes les avoir. Ouais, non, je l'ai pas. Mais je suis pas un énorme fan de Training Day, j'avoue. Ah ouais? J'aime bien, mais sans plus. Tu vois. Ok. Voilà. Est-ce que ça te dit de passer à la prochaine époque et d'aller dans les années 90? La plus grande décennie de tous les temps? Allons-y, je t'en supplie. Ok, on est dans les années 90. Oui. Un peu l'époque charnière pour tous les enfants nés dans les années 80. Tout à fait. C'est là où tout se passe. Absolument. Petit point sur ta situation. T'es où? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis au chômage. J'ai 10 ans, je suis au chômage à galère. Non, je grandis 90 entre l'Oise et le Val d'Oise. D'accord. D'abord avec ma mère et mon père, ils divorcent quand j'ai 8 ans. Ensuite avec ma mère et mon beau-père, vraiment ils se mettent à la fin des années 90. Ok. Donc ouais, l'Oise et le Val d'Oise, mais dans plutôt des petites villes. Ok. Et j'ai déjà un peu, moi j'ai mon grand cousin qui arrive à Paris dans cette période-là, et il me semble que je fantasme beaucoup sur Paris. Donc je vais le voir, je vais dormir chez lui, et mon rêve un peu, c'est un jour d'habiter à Paris. Ouais. Donc la grande ville, quoi. Ok, donc les années 90, c'est là où tu commences à vouloir un peu t'émanciper, aller sur Paris. Ouais, bon, je suis encore petit, hein, à 8 ans, ouais, je prends mon baluchon et je vais à Paris. Non, mais j'ai un peu le fantasme, le rêve de Paris quand on y va. Tu sais, on est dans l'Oise et ensuite le Val d'Oise, donc on est quand même à 30, 40, 50 minutes de Paris. Ouais. Ce qui est pas très long en voiture, mais c'est pas à côté non plus. Ouais. Donc surtout à cette époque-là où t'es évidemment dépendant de tes parents pour bouger. Donc je vais chez mon cousin régulièrement et je kiffe en fait. Genre il y a un peu, je me souviens, tu sais, des Champs-Élysées, des galeries. Ouais. Tu sais, on va voir les galeries Haussmann à Noël. Ma mère, elle kiffe ça, il y a le côté féerique et tout. Donc j'ai un peu ce souvenir-là. Et puis, à cette époque, les années 90, c'est vraiment le foot quand même. Ouais. Il y a le cinéma qui commence à être très important. La musique, moins en fait. Ça arrive vraiment un peu fin des années 90, début 2000. Et c'est le foot et le cinéma. Ça me prend vraiment tout mon temps. Et je commence déjà à être, tu sais, assez, à partir de 8-9 ans, obsessionnel. C'est-à-dire que sur le foot, vraiment, genre, je lis... mais je me souviens que je dis tous les résultats dans France Football, même du championnat italien, du championnat français, allemand. J'ai envie de tout savoir, ce qui évidemment est un vœu pieux, mais il y a vraiment ce truc-là que je commence aussi à voir avec le cinéma, où je vais commencer à m'abonner à Studio et après à Ciné Live. Ciné Live. Tu te souviens de Ciné Live? Bien sûr. Voilà, ça c'est il y avait vraiment... un CD qui t'avait les teasers. Un CD-ROM. Et t'avais les teasers des prochains films. Putain, t'es bon, ça me fait plaisir que tu connaisses ça. Ah, exactement. Et t'avais une affiche, une double affiche. Enfin. Absolument. Bien sûr. Que tu mettais dans ta chambre, voilà. Et ouais, donc c'est un peu mes deux centres d'intérêt principaux. Donc c'est le ciné et le foot. Ouais, à ce moment-là, ouais. Ok, et la musique, ça vient plus à la fin des... Ouais, la musique, on a toujours eu. Via ma maman, mais c'était pas, c'est quoi, c'est la montée du rap qui plus te remet dedans? En fait, je me rends compte que le rap, je m'y suis mis tard. En fait, moi, je suis comme une génération qui a grandi avec le rap, tu vois. Genre, en fait, c'est pas comme la génération d'avant où les mecs devaient vraiment diguer et tout. Bien sûr. Moi, il y avait MC Solar, Doc Gynéco, IAM, il y avait des trucs qui marchaient. Oui, il a moins fallu aller chercher que les mecs qui étaient ados dans les années 80. Tout à fait. Donc, j'aimais bien, mais
voilà, ça faisait partie de ma vie, mais c'était pas son intérêt. C'est vraiment à l'adolescence, en fait. Ou, et notamment via le rap américain, via Tupac. En fait, c'est genre, je sais pas, 3-4 ans après la mort de Tupac, Biggie. Bah, la mort de Tupac, on a 10 ans, et c'est vrai que c'est un événement. C'est un événement pop, en fait. Et moi, en vrai, pour être sincère, je me mets à écouter du Tupac quand il est mort. C'est-à-dire que et c'est là que je me dis ça avait l'air d'être un truc de ouf. Ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Et on commence à écouter et là on dit relou qui soit mort. Pareil, parce qu'en fait moi il y a vraiment ce truc là, genre je suis en colonie de vacances et il y a un mec qui me fait écouter Tupac et en fait pour moi Tupac c'est exactement toi, c'est un truc de ouf. Genre c'est un mythe. Je sais même pas si c'est un groupe, un mec. Bien sûr. Fait quand j'écoute Tupac, je fais putain comme toi. Ah c'est bien, hein, tu vois. Et donc moi évidemment c'est après sa mort que j'écoute ça. Et puis c'est l'époque Eminem aussi. Et ça c'est vraiment début 2000. Donc début c'est un 2000, peu après. C'est là où je vais me mettre dans le rap. Mais non à ce moment-là c'est le foot, le Paris Saint-Germain. Et puis moi je commence vraiment à devenir fan de foot après la Coupe du Monde 94, qui est le premier événement foot dont je me souviens. L'événement. Et donc à partir de 94-95, c'est le foot quoi. C'est le PSG qui fait en demi-finale la Champions League. Je commence à essayer. T'as la Coupe des Coupes en 96 en plus. Exactement, Coupe des Coupes en 96. Et le point culminant, c'est évidemment la Coupe du Monde 98, qui est genre le plus beau jour de ma vie à ce moment-là. Genre, tu vois, j'attendais ça en fait. Bien sûr. Et on a ce truc nous, bien sûr, les années 90, c'est l'époque culte, etc. Est-ce que c'est pas c'est un fantasme ou une réalité ce truc? Parce qu'on a l'impression, mais après, est-ce que c'est dû à l'âge que tous les films étaient plus cultes, que les matchs de foot étaient plus cultes, que les albums étaient cultes, je pense qu'il y a de la nostalgie, qu'il y aura plus jamais un Tupac, qu'il y aura plus jamais toutes ces choses-là? Non, moi je pense qu'on est forcément, ça c'est un truc que t'as en vieillissant, c'est que t'as forcément de la nostalgie mal placée. Je pense que les jeunes qui ont grandi dans les années 2010, quand ils te parleront de PNL ou de Messi et de Ronaldo ou de Mbappé, ils diront franchement c'était mieux avant et c'est normal. Je pense que les années un 2010 pourra être raconté comme les années 90. Ouais, je pense franchement qu'il s'est passé des trucs de ouf en vrai. C'est juste que nous moi je sais que personnellement quand je vois les années 90, je vois des photos, je vois des looks, il y a un truc où je me dis waouh, c'était trop cool, mais parce qu'en fait je l'ai vécu en tant que gamin. Mais ce que je trouve qui est peut-être différent, c'est que je trouve que tout ce qui en a découlé aujourd'hui, c'est de la continuité, tu vois. Et je trouve que les années 90, on a eu de la création. On a été un petit peu, tu vois, par exemple, un truc comme Le Prince de Bel-Air quand ça arrive, les looks de Killa Will Smith qui sont aujourd'hui là, les mêmes Jordan qu'on porte aujourd'hui, personne les portait avant. Non, ça c'est vrai. Le rap quand ça arrive. Bien sûr, mais en fait, disons que là où t'as raison, c'est les années 80 et 90, t'as quand même des genres musicaux qui sont créés, genre le rap et la musique électronique. Ça c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des nouveaux trucs qui ont été créés. Mais je pense qu'en fait, peut-être qu'on n'a pas le recul nécessaire. Je pense qu'il y a des trucs aussi nouveaux. Enfin, ce sera la génération de raconter ça, mais je pense, en tout cas, moi, je veux pas dire. Non, pas être le boomer de dire, moi, j'étais là quand ça s'est créé. Après, évidemment, c'était mieux. Mais j'ai ce truc-là, d'avoir l'impression que, mais pareil pour les mangas, tu vois, où c'est dans les années 90 que ça arrive. Ouais, mais parce que toi, je pense qu'on a vu ça à une époque où on était plus influençable. Tu sais, quand t'as 10 ans, les choses que tu prends, tu te les prends d'une manière beaucoup plus intense. Bien sûr. Tu vois, finalement, moi, mes films préférés, c'est que des trucs que j'ai vus quand j'avais entre 10 et 15-16 ans. Tu vois, genre, j'ai vu des putains de films depuis. Bien sûr. Mais jamais ils pourront détrôner Carlitos Way ou Les Affranchis. C'est sûr. Pas parce qu'ils sont moins bons, parce qu'en fait, je les ai vus à un moment où tu te construis, tu vois. Et mais est-ce qu'aujourd'hui, la surconsommation, justement, rend peut-être un peu moins culte? Ça, c'est possible. Tu vois, avant, il y avait quand même vachement de trucs liés à l'objet. C'est-à-dire qu'un album, c'était un objet. Une cassette, c'était un objet. Tu l'as rembobiné, tu l'avais, tu lisais ta jaquette. Aujourd'hui, avec les plateformes, avec tout. Alors, je veux pas avoir le discours du vieux con et tout, mais j'ai l'impression que tu avais une rareté qui faisait qu'on donnait plus d'importance aux choses. Ça, c'est vrai. Et ce qui est vrai, en tout cas, c'est que tu vois, moi, je me considère comme, je vais pas dire cinéphile, mais en tout cas, j'aime bien le cinéma. Je regarde beaucoup de films. Parfois, et ça aurait été impensable avant, je regarde un film, je sais même pas comment il s'appelle. Non, je suis sur les plateformes, en fait, je suis là, je fais ça a l'air cool. Et ça, mais jamais de ma vie j'aurais pu faire ça avant, où je voulais savoir qui était le réalisateur. Mais est-ce que des fois je regarde des films, je sais même pas qui joue dedans. Mais est-ce que conscient de ça, les films sont faits différemment? Dans quelle mesure je pense en tout cas qu'il y a des films qui sont faits pour les plateformes. Ça me semble évident. Tu vois, genre aujourd'hui en fait où t'as des films Netflix. Tu vois, que je peux consommer, hein, je suis même pas en train de... Parfois, j'ai envie de me regarder un Mark Wahlberg de mauvaise qualité ou, tu sais, Very Bad Parents 12, tu vois. Mais c'est très satisfaisant. Et la fin de carrière de Bruce Willis, c'est beaucoup ça. Hein. J'invite personne à regarder ces films parce que j'ai trop de respect pour Bruce Willis. Ouais, c'est clair. Mais ces derniers films qui sont directement en plateforme, ça m'a... C'est terrible. Mais c'est vrai que je pense que maintenant, t'as effectivement des films qui sont faits pour ça, même, c'est dans le visuel. Tu vois, c'est genre, je sais pas, il y a un truc genre, tu sais la comédie que tu vas regarder. Bien tu sûr. vois. Donc ouais, mais après, ce qui n'empêche pas non plus, je pense, d'avoir des bons films. Ce qui me chagrine un peu, en revanche, là où je te rejoins, je pense, c'est que moi j'ai été élevé au cinéma populaire américain, le blockbuster. Et je pense que les années 90, sans faire le vieux con, était une période dorée pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le cinéma populaire américain, c'est compliqué, c'est beaucoup de films de super-héros, même si je pense qu'on arrive à la fin d'un arc.
qui se ressemblent beaucoup. Moi, je pense que l'arc Marvel, il a fait du mal au divertissement américain. Il a fait du mal. Il y a des bons films qui en sont sortis, mais pas tant que ça. À mon avis, beaucoup de films qui se ressemblent énormément, et je sais que je vais mettre à dos la communauté Marvel, qui est genre la communauté la plus puissante au monde, donc je suis mort après cette vidéo. Mais tu vois, je suis un peu corda avec ce que disait Scorsese sur le côté, ouais, c'est du divertissement, c'est Euro Disney, mais est-ce que c'est vraiment du cinéma? Bien sûr, ils ont monopolisé beaucoup l'attention en plus. Ouais. Et ils ont pris vraiment 10 piges. Exactement, avec que des films, enfin, bref. Et ça, je regrette un peu que, tu vois, si tu veux un peu du cinéma populaire un peu ambitieux, en gros t'as Nolan, quoi, tu vois, en gros. Ouais. Et ça peut aussi être c'est moins accessible. Et c'est moins accessible, tu vois. Donc voilà, ça c'est le truc que je regrette. Et c'est vrai que oui, ouais, la décennie 90s là-dessus, je la trouve très sexy, quoi. Ouais. Après, il y a un truc justement dans cette décennie, je trouve, quand a posteriori tu revois les films, c'est qu'il y avait un peu un truc du l'homme de 40 ans qui sauve le monde. C'est vrai, ça c'est vrai. Le White Savior. Il y avait un peu ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu un truc aussi de fascination d'une figure paternelle qu'on avait tous un peu de Bruce Willis, Harrison Ford, tous ces mecs-là, c'était un peu des darons, des super darons. Tu viens de mettre littéralement le doigt sur, je pense, qui fait que, ouais, moi en tout cas personnellement, qui ai grandi avec ma mère, donc sans figure paternelle, je pense, c'est un peu cliché de dire ça, mais ça me semble évident que rétrospectivement, je cherchais des darons, en fait, tu vois. Genre Harrison Ford, c'était vraiment dans ma chambre, j'avais, je sais pas, mon beau-père m'avait ramené ça, et genre j'étais ado, j'avais une photo d'Harrison Ford, genre dans un cadre, comme si c'était mon oncle, même pas genre une affiche de film, mais c'est ça, une la photo de lui, elle dépassait ouais, De Niro, tu vois, tous ces mecs là, Mel Gibson à l'époque, bien sûr, c'était complètement effectivement des darons que t'avais envie d'avoir ou d'être, ouais, tu vois. Donc c'est vrai, le daron qui assure, ouais, et qui c'est vrai, des mecs qui n'existent pas dans la vraie vie, mais tu l'avais un peu justement, où je trouvais que c'était intéressant dans le côté méta dans Last Action Hero, je sais pas si tu te rappelles le film, où justement il incarne ça, il rentre dans le truc, et ça devient un peu le beau-père du gamin, absolument, ouais. Et en faisant des trucs, en fait, tu te rends compte qu'il peut pas exister, ce gars. Grave, putain de film que j'ai vu enfant, que j'ai pas aimé, parce que en fait c'est trop compliqué, c'est trop intelligent, en fait, et que j'ai revu il y a pas si longtemps, et qui est génial, mais complètement, ouais, c'est vrai. Et en plus, ce que je trouvais intéressant dans ce film, c'est qu'en rentrant dans le film, on se rendait compte de tous les défauts qu'avaient ces super papas qui existaient pas. Le petit le disait, ouais, même, tu te vois bien que tout est faux, en fait. Ouais, tu vois, tout est fake, en fait. Ouais, et je trouve que ça déconstruisait le truc, mais nous, on n'a pas pu comprendre. Complètement. Et c'est un film de John McTiernan, putain de réalisateur, lui. Franchement, très sous-côté. J'aime beaucoup son travail. Mais c'est vrai que Schwarzenegger il a fait des meilleurs films que ce qu'on. Mais complètement. Je trouve qu'il est un peu. Bah ouais. La legacy, elle est pas si folle par rapport à ce qu'il a vraiment laissé. Je suis d'accord, Last Action Hero, Total Recall. Incroyable. Bon, il a fait des trucs des merdes. Ouais, mais Predator, encore de McTiernan, film génial. Bon, les Terminator. Non, c'est vrai. Les années 90, c'est mortel. Il y a des vrais bons films de lui, je suis d'accord. Et je trouve qu'on le compare beaucoup à The Rock. Pour moi, The Rock fait plus des blues un peu commerciales. Ouais. Même, je trouve qu'entre les deux, j'adore Stallone. Pour essentiellement Rocky, moi, je préfère la filmographie de Schwarzenegger que de Stallone. Je trouve qu'elle est plus prestigieuse aujourd'hui. Je trouve qu'il y a des meilleurs films, en fait. Tu sais que moi j'ai juste une petite anecdote qui est marrante, je sais pas si peut-être tu la connais, mais tu sais le film Arrête où ma mère va tirer. Bien sûr. Une bouse totale. Ouais, horrible. Ça devait être Schwarzenegger. Ouais, il le propose à Schwarzenegger et ne le veut pas parce qu'il a. Il s'est fait merde. Fait comme si j'étais chaud dessus. Stallone va être super chaud pour le faire. Comme ça, on lui met, et ça mérite beaucoup. Il y avait une vraie compète entre les deux. Il y avait une vraie compète, et en fait, c'est un coup bas qu'il lui fait. En faisant le genre, il est intéressé parce qu'il sait que les autres, ils vont s'engouffrer dans le truc. Et il lui fait tourner cette bouse, et je trouve ça fou. C'est vrai. Et d'ailleurs, dans la Station Hero, t'as tu vois, Stallone aussi, ils en rigolent parce que dans leur réalité à eux, c'est lui qui joue Terminator. Exactement. Ok, est-ce que ça te dit de jouer au jeu Quel est le GOAT? J'en rêve. On parle beaucoup du GOAT maintenant, et justement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire de manière un peu instinctive. Let's go. Parce que des fois, le GOAT qu'on dit, c'est pas forcément celui qu'on a au fond de nous. C'est vrai. Je vais faire un petit texte à trous, et dès qu'il y a un trou, le GOAT, tu dis ce qui devient naturellement. Ok. Dis pas des trucs qui vont stylés, dis des trucs qui sont... ok. Ce matin, je me réveille, pour me motiver, je lance une playlist du GOAT. Jay-Z. Je prends ma douche, je m'habille en enfilant mon maillot du meilleur joueur de l'histoire. Zizou. Je vais dans la cuisine, j'enchaîne avec mon petit déjeuner fétiche. Du pain. Ouais, je suis cohérent. Juste du pain, quoi. Exactement, du pain, un crouton de pain de la veille, c'est le vrai bonheur. C'est ça. Et quand j'ai très peu dormi, un Coca Zéro avec ça, et là... Quel beau régime. Voilà. Là, t'es chaud pour démarrer ta journée. Aujourd'hui, grand jour, je sors mes plus belles sneakers. Des Yeezy Wave Runner. Ok. Ouais. Je vais dans ma voiture, je me mets un petit son de la meilleure chanteuse de l'histoire. Aretha Franklin. Je file au cinéma, je me gare, mais avant j'ai un petit creux, je mange le meilleur plat du monde. Le couscous de ma belle-mère.
Ça, on sent que c'est pour avoir la paix. Exactement. Non, c'est vraiment bon. Je me suis régalé, je peux aller tranquillement au cinéma, voir mon film préféré. L'impasse. Je sors du ciné, je file à l'aéroport pour me détendre un peu en vacances dans la meilleure des destinations. New York. Dans l'avion, je lis mon livre préféré. Ouais, mais là, ça fait vraiment genre, mec, L'étranger de Albert Camus. Parce que c'est mon livre préféré. Ouais, ok, pardon. T'as le droit. Je m'endors en rêvant que je tourne un film avec le meilleur réalisateur de tous les temps. Martin Scorsese, évidemment. Mais aux côtés du pire acteur de l'histoire. Clovis Cornillac. Magnifique. Il est venu hyper... Bah, je le pense, hein. Ouais. Je le pense un peu, ouais. Je suis pas très fan. Ok. Est-ce que ça te dit qu'on est dans les années 2000 ? Allez, allons-y. Une époque quand même cool. Cool, très cool. Allez, c'est parti. Ok, on est dans les années 2000. Oui. Qui en fait devient de plus en plus cool en vieillissant, je trouve. Ouais, quand même. Il y a beaucoup de trucs un peu au début, on sort des années 90-2000, c'est nul. Ouais, mais en fait, je pense parce que ça, c'est comme tout, il y a des cycles, il y a des choses des années 2000 qui reviennent à la mode. Notamment la partie vestimentaire, tu sais, l'esthétique Y2K, tu sais, qui revient. Donc je pense que c'est toujours ça, en fait. Parce qu'à un moment, les années 90, c'était moins cool, et ça les c'est devenu méga hype, et j'ai l'impression qu'on a beaucoup tiré dessus, et que là, on commence à aller chercher dans les années 2000 parce qu'on est passé... Il y avait ça avec les années 80 aussi. Tu sais, avec les Drive, tu sais, quand t'as eu Drive et tout, c'était vachement hâtif dans la musique et tout. Donc, je pense qu'il y a toujours des cycles, comme ça. Et là, on arrive, je trouve, dans l'avènement de 2000 est assez vieux pour qu'on puisse commencer à le piller, tu vois. Tout à fait. Moi, j'ai ma petite cousine qui a 18 piges. Ben, on dirait qu'elle est habillée, on dirait qu'elle est en 2001 et qu'elle va écouter Sum 41, mais tu vois. Les looks, Alia, Britney Spears, début de ces années-là, ça commence à venir de ouf. À fond. Toi, 2000, t'es où? C'est quoi un peu ta vie? 2000, je suis, c'est le collège. Voilà, c'est l'adolescence vraiment. Là. Ouais, là, on est plus dans l'enfance. Non, là, on est beaucoup d'acné. Ouais. Beaucoup d'acné, c'est l'adolescence. Et c'est, beaucoup de foot, beaucoup de cinéma encore, vraiment énormément. Et la musique qui devient très importante. Je suis dans le Val d'Oise à ce moment-là. Et donc c'est aussi Internet. Parce qu'en fait, c'est quand même ça le grand changement dans ma vie. Le grand changement, c'est Internet. Voilà, c'est Internet. Et donc on commence à avoir une connexion Internet, avec évidemment des heures limitées. Bien sûr. T'as 10 heures par mois, 20 heures par mois. Et puis un jour, AOL te fait un game changer, 99 francs par mois. Incroyable. Internet illimité. On se souvient de ça. Bien sûr. Et donc là, du coup, ça te permet aussi à plein de jeunes comme moi de se faire une culture en vrai. Ouais. Parce que quand t'habites pas dans des grandes villes, ce qui était mon cas, l'accès à la culture, en réalité, à cette époque-là, c'est pas le même, tu vois. Moi, j'avais pas de Fnac à côté, j'avais pas de Cultura, j'avais rien comme ça. Enfin, j'avais des centres Leclerc où t'avais pas la même. Enfin, j'allais à la Fnac des Halles pour avoir un large choix. Et donc Internet à l'époque, ça va vraiment être combler beaucoup de choses. Donc via Casa, Emule, tu vois, tu télécharges beaucoup d'albums Soulseek, tu vois. Et donc ça va vraiment être un moment super important où en fait je me fais une culture quelque part. Je me fabrique une culture notamment musicale grâce à ça en fait. Ouais, Internet c'est un peu ça, c'est qu'on a cassé les frontières de voir les techniquement en magasin. Exactement. De voir, je me rappelle, les années 90, c'est beaucoup ça. Moi, j'allais sur Châtelet, aller choper les trucs qui sortaient avant. Tu parlais beaucoup avec les vendeurs pour te faire conseiller, etc. Exactement. Là, il y avait les forums, les choses interconnectées des gens qui avaient les mêmes passions. Bah, tu commences à parler avec des gens que tu connais pas. De ouf. Mais des fois, c'est notamment Soulseek qui existe encore, je crois. Mais en fait, où c'est quand tu chopais la bonne personne, tu pouvais aller piocher, voler toute sa discographie. Et moi, c'était fou, ça. C'était exceptionnel. Et en plus, effectivement, moi, il y a des gens, franchement, qui m'ont j'ai même pas leur nom, mais qui ont été un peu des guides pour moi dans le rap, qui m'ont dit il faut que t'écoutes ça, il faut que t'écoutes le Trap Call Quest, enfin des trucs qui semblent évidents maintenant, mais que moi je connaissais pas. Et j'ai vraiment fait ma culture comme ça, tu sais, à choper des top 10 sur des forums, genre les meilleurs albums de l'histoire du rap, etc. Et donc tu vas tout télécharger, et tu peux le faire et c'est gratuit. Ouais. Tu vois, bon, c'est illégal, mais c'est gratuit, c'est quand même, franchement, c'est fou, en fait. Tu vois, c'est incroyable. C'était incroyable. Donc, et on redécouvrait même des morceaux très rares, des machins. Ouais, des clips, je téléchargeais des clips. Tu sais, maintenant, ça s'en fout à l'ère de YouTube, mais je téléchargeais des clips. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas accès aux clips comme aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Mais tu vois, nous à l'époque, avoir un clip du Wu-Tang, c'était fou, tu vois. Mais moi, je me souviens, quand j'achète l'album de Jay-Z, Dynasty Rock La Familia, il y a l'album, et en bonus, il y a 3 clips. Et donc, j'avais 3 clips que je regardais en boucle chez moi. Bon, ça semble ridicule. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'on avait tellement peu accès à l'info qui pouvait te mettre en téléchargement des faux films. T'avais des Matrix 2, des machins, et toi, t'étais là, tu disais, il est sorti. C'était clairement des films porno, hein, souvent. Tu voulais télécharger un truc. Voilà. T'avais aussi ce truc-là. Vraiment déçu à la fin. Mais t'avais ce truc-là, Mais donc c'est vraiment un gros game changer, en plus, à l'adolescence. Donc c'est quoi? C'est dans quelle mesure, toi, ça t'impacte sur... Bah, surtout, en fait, parce que globalement, c'est-à-dire que maintenant, il y a plus de... Je me souviens vraiment que je rentre à ce moment-là dans une boulimie
découverte d'albums rap, notamment des années 90, des années 80 que je ne connaissais pas. Et en fait, c'est accessible en quelques clics. Alors, bon, j'avais une connexion j'avais les albums au bout d'une nuit et je laissais l'ordinateur tourner. Donc, t'as rattrapé toute ta culture, en fait? Tout, je sais pas, mais en tout cas, beaucoup, Tu vois, je me souviens de moi qui est au collège, qui est au lycée, après, genre, je sais pas, en 2003, 2004, et je dis à un pote à moi, je me souviens de ça, putain, j'ai découvert Kool G Rap hier, Kool G Rap, tu vois, donc des albums de 92, 93, je fais, vraiment, le rap, c'est le meilleur genre au monde. Parce que j'avais l'impression tu vois, je sais pas, d'avoir une culture en fait que je connaissais pas et qui s'ouvrait à moi. Ouais, bien sûr. Et c'était fantastique en fait. Donc je suis vraiment dans cette boulimie là de clics, d'écouter, et aussi via internet, beaucoup de sites en anglais notamment, je pouvais avoir des informations, tu vois, il y avait des chroniques, j'avais pas besoin d'acheter des magazines aussi pour avoir des infos. Tu vois, ça c'est quand même un truc il y avait des mecs qui créaient des blogs qui nous donnaient de la connaissance gratuite en fait. Donc c'est là qu'un peu il y a eu aussi l'apparition du journalisme un peu sur internet. Complètement. Et avec des mecs qui au final faisait écho parce que c'était très compliqué. T'avais quelques trucs, t'avais l'affiche RER, des petits dans le C80, bien sûr, mais qui étaient plus rares, fallait aller l'acheter, etc. Et là t'avais vraiment des mecs qui faisaient des reviews. Moi je suis un enfant de ça, moi c'est comme ça en fait que à un moment j'ai envie d'écrire sur le rap. C'est qu'en fait je me souviens que je découvre l'ABCDR du son, qu'à la base je suis fan, c'est un site qui a été créé en 2000 en plus, que je le ponce, que je veux tout connaître dessus, et puis un jour je leur envoie une chronique en 2008 et je les rejoins. Mais en fait moi je suis vraiment ce truc là de j'ai pas de formation de journaliste, mais je suis passionné par je vais pas rapper, je suis nul, je vais pas faire du son, je suis nul, mais par contre j'ai envie d'écrire, et donc ça semble c'est possible, tu vois, n'importe qui peut le faire. Et donc ça c'est vraiment le gros changement à cette époque là qui arrive dans les années 2000 quoi. Mais pour autant t'as un choix très pragmatique au niveau de tes études où tu te dis pas encore que ça peut être viable. Non, parce que déjà, c'est aussi 2000, c'est un moment important, c'est que Internet, c'est cool, mais c'est aussi la crise de l'industrie du disque. C'est aussi, donc être journaliste musical, ça semble pas être le truc le plus rassurant pour ma mère. Donc toi, tu te dis, ça va juste de la passion, je me fais kiffer, mais à côté de ça, il faudra un taf pour de vrai. Il faut rassurer la daronne, tu vois. À défaut de la mettre à l'abri, il faut au moins la rassurer. Et donc, ce sera un hobby. C'est déjà cool d'avoir un hobby, mais t'as un peu ce truc, je trouve, sur... on a un peu beaucoup de profils similaires de cette génération à avoir fait... ce fantasme de la réussite un peu sociale et des études qu'il fallait faire, qu'on a fait pour nos parents mais pas pour nous. Complètement. Et je pense que c'est beaucoup moins vrai chez les nouvelles générations. Et tant mieux d'ailleurs. Qui va déconstruire un peu ce truc. Mais on est beaucoup de cette génération à avoir fait les trucs pour nos darons sans se poser la question en disant ok, j'ai le droit de kiffer à côté, mais par contre mon contrat, un peu comme une dette qu'on avait. Complètement. Et en mode ok, je dois faire ça pour les darons parce que faut que je fasse une école, un truc, que j'ai un taf un peu cool, que socialement j'arrive à être être cadre, tu sais, un peu ce truc. Mettre des costumes et tu vois, et avoir éventuellement une belle voiture. Rendre fier la daronne, c'était être cadre à la défense, tu vois. T'avais un peu ce fantasme. C'est terrible, mais c'est vrai. C'est complètement ça. Franchement, c'était complètement ça en tout cas. Hein. Pas forcément à la défense, mais en tout cas, la défense, c'était notre Wall Street à nous, tu vois. Moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, je veux dire, j'ai été, en fait, construit pour ça, quelque part. Et je suis diplômé en 2010. Donc, c'est vraiment cette décennie-là où je suis complètement dans ce profil-là, en fait. Et, après, j'ai réussi, moi, j'ai eu la chance d'en sortir. Mais c'était exactement ça. Et puis, c'était genre, être heureux ou être, je sais pas, moi, ma mère, elle m'a jamais dit, et franchement, j'ai aucun regret, son éducation était exceptionnelle. Mais être heureux dans le taf, c'était pas vraiment une option. C'était pas une option. Tu vois. Et maintenant, je pense que les gens qui ont 18-19 ans, c'est important pour eux. Prennent beaucoup plus en compte ça. D'être épanouis. Et tant mieux, en vrai. Tant mieux. Mais c'est vrai qu'on a été élevé par le modèle un peu plus old school de secure the bag. Exactement. Fais un taf. C'est pas sur ça que tu vas kiffer. Non. Fais des gosses, fais des passions à tes co. Exactement. Tu kiffes le week-end, quoi. Sauf que c'est faux, parce que quand t'es un enfant, tu kiffes pas le week-end, mais c'est un autre sujet. Mais t'as un peu ça, et donc c'est pour ça que je pense qu'on a un peu ce truc de être adulte, c'est être sérieux et moins kiffer. De ouf. Et je pense que c'est pour ça que, tu vois, moi, et c'est exactement ça. Moi, tu vois, genre, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un job qui me plaisait pas trop. Et en fait, c'est à 27-28 ans que j'ai fait un switch et que je suis devenu journaliste musical sans vraiment me le dire. Et en fait, où j'ai clairement vécu une vie de vingtenaire à 30 ans aussi, tu vois. Où en fait, t'es un peu plus libre, t'es en train de construire ton truc, tu sors beaucoup, parce que ça fait aussi partie de ton job. Donc c'est clair. Mais c'était pas du tout, le projet de vie idéal. Enfin, initial, en tout cas. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai un peu, on a un peu le même parcours. On a fait une école et c'est à 27 ans qu'on dit ok, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, on va kiffer un peu, quoi. Tu vois. J'ai tamponné le truc. Maintenant, est-ce que j'ai envie de kiffer? Et une deuxième, tu vois, vivre la vingtaine un peu en décalé. Complètement, Et de se dire, c'est à 30 ans que je kiffe, que je me vis comme je veux, que je suis sur scène ou que. Exactement. Et il y a un peu ce truc-là qui est, je trouve qu'on est beaucoup et qui va, je pense, se perdre. Ok. Moi, j'ai un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps.
C'est t'as inventé, alors je sais pas si c'est à toi qu'il faut l'attribuer, mais le Roland Gamos. Ah, c'est la seule chose que j'ai inventée dans le rap jeu. C'est toi qui as inventé Tout le Roland reste Gamos. c'était des auteurs, mais ça c'est moi qui l'ai inventé. J'ai envie de faire le Roland Gamos, mais film-série. Ah, j'adore. Le Roland Filmos. Le Roland Je l'ai Filmos, appelé, t'as même trouvé le nom. je le fais le soir. Ah, tu l'as déjà, tu l'as jamais fait? Non, jamais. Mais je veux dire, c'est mon jeu préféré dans la vie. Ok, mais moi, alors, je l'ai testé un petit peu, mais c'est vrai que c'est plus ouvert que sur du feat. Oui. Bah, en fait, tu fais quoi? C'est acteurs qu'on joue ensemble. Acteurs qu'on joue ensemble. Ok. Je suis très chaud. Ok, t'es très chaud. Est-ce que t'as un temps limite pour les réponses? Bah, rap jeu, on faisait 5 secondes. Ça n'a jamais été respecté. Jamais. Ça n'a jamais été respecté. Absolument. Parce que j'ai aucune autorité. Bien sûr. Mais peut-être que toi, tu en auras plus que moi. Ok, Mais... on se fait un Roland Filmos. Ok. Et ça, c'est beau. Je te laisse. On démarre avec un Will Smith. Ça te va? Je rebondis ou tu rebondis sur Will Smith? Vas-y, je te laisse commencer. Will Smith, Rosario Dawson. Ah, t'es déjà en train d'essayer de. Ah, moi, je veux te tuer. Mickey Rourke? Dans quel film? Tout à fait. Tu peux le faire tester. Non, mais je voulais. Sur le Roland Gamos, il y a eu beaucoup de triche, non? Mais il y a tout le temps. J'entends les mecs, des fois, ils sont là. Ouais. Bah, en fait, il y avait les équipes des rappeurs derrière. Donc, Mickey Rourke, j'adorais retrouver le nom de l'actrice dans l'année du dragon, mais je ne l'ai évidemment pas. Donc, Mickey Rourke, je vais dire Kim Basinger. Ok, Alec Baldwin? Tout à fait. Elle voulait que tu me tues. Alec Baldwin, Tina Fey. Parce qu'on a droit aux séries. Oh là, mais je suis mort. Ah, c'est bon. Non, mais je suis mort là. Je vais tenter un truc. C'est une série donc. Ouais. Moi, j'ai personne de Et une des séries, j'ai vu un classement récemment qui était genre dans le top 5 des plus grandes séries de tous les temps. Ah ouais? Moi, que j'adore, c'est une série marrante. Ah là, je vais tenter un. Putain, j'ai rien. Des fois, c'est ça qui est beau, c'est que tu t'ouvres des noms au hasard, et là, il y a un sombre film qui existe, Ouais, et tu faudra rebondis là-dessus, Google. et ça, c'est beau, tu vois. Mais là, putain, Tina Fey, je vais bien dire qui. C'est pas assez vieux. Non, j'allais te dire un Bill Murray, un truc comme ça. Franchement, c'est pas impossible qu'il y ait un film entre Tina Fey et Bill Murray. Vous avez Google? Il faut check, mais... Non, mais t'as pas le wifi? Après, le temps, normalement, a été... Voilà, même. Ah, je te la donne. La première, moi, je te la donne. Bah, la série, c'est Dirty Rock. Ah oui, bien Voilà. sûr. Si je peux me permettre, pourquoi t'as pas lâché Eminem? Ah ouais, dans Ah, Hit mais je Mile. suis trop con, putain. Mais je m'en serais sorti. Il aurait dit Brittany Murphy et puis on sera reparti. Ouais, c'est vrai. Ok, je te laisse. Une deuxième manche? Ah ouais, Ah, j'adore, j'ai envie de manche. faire ça tout le temps. On se fait un français, Jean Reno? Mais on va repartir sur du carré. Non. Je commence. Ouais, attends, alors peut-être du français qui est resté sur du français, peut-être. Christian Clavier. La Christian fin aux Clavier. États-Unis avec Christian Clavier. Ah, Bah, tu peux. tu peux. Christina Applegate. Jean Qui est Reno. visiteur en Amérique. Voilà. Jean Qui Reno. est un des pires films de l'histoire Absolument. du cinéma. Jean Reno. Et eh bien, Jean-Marc Barr. Ouais. Victoria Abril. Ouais. Non. C'est pas Abril, il me semble. Ah non, pardon. Rosanna une Arquette. J'ai le droit de changer? Bon, d'accord, parce que t'es chez toi, c'est toi qui fais les règles. Pourquoi on les confond? Ouais, c'est vrai. Parce que c'était un peu, elles ont joué un peu les deux en France. Il y avait un peu un game sur les deux. Ouais. Rosanna Arquette. Rosanna Arquette, eh bien, John Travolta. John Travolta, Uma Thurman. Uma Thurman, Je sais que tu cherches un son. ouais, non, en plus j'ai rien. Non, mais Danny DeVito. Non, Get Shorty. Ouais. Non, pardon, si, dans la suite de... Je crois que c'est une erreur, ce que je dis. Alors, pardon, je Uma reviens Thurman sur... et Danny DeVito, Non, on jamais ensemble. je suis pas sûr. Je dis Michael Madsen, pardon, Kill Bill. Parce que les gens dans Lucy les Liu commentaires vont être Lucy Liu. Mel Gibson. Dans quel Payback. film? Ah oui, dans Payback, J'adore ce bien sûr. Ah putain, je peux te tuer, je crois. Ah, attends. Bruno Guillon. Bruno Guillon, c'est qui? L'animateur radio, il a fait un film qui s'appelle Online, c'est ça, non? On the Line, tourné en France, dans une radio, et il croise Bruno Guillon parce qu'ils ont tourné Ah, ça. ça c'est beau. Ça c'est un très beau coup. Ça je le note. Ça je le garde pour des prochaines soirées. Ah, Qui est ouais. un film de Prime direct,
qui est réalisé par un Français. Ils ont tourné ça en France, la partie radio, dans les locaux de Fun ou je sais pas quoi. Ok. Et il a fait un petit kiff à Bruno Guillaume. Si je dis un animateur de Fun, peut-être je peux m'en sortir genre Manu de Fun. Mais ils ont pas tourné de film ensemble. Ah oui, mais peut-être qu'il est dedans dans le film aussi. Je sais pas, je sais pas. Ok, bon, très bien. Bah non, j'ai personne. Tu peux avoir Bruno personne. Guillon là, c'est bon. Putain, j'ai réussi à avoir Mehdi sur ça. Sur Bruno Guillon, c'est fou. Une manche partout, bravo. Magnifique. Ok, ça te dit qu'on aille aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir. Ou tu veux rester dans le passé? Non, je suis tourné vers l'avenir. Depuis que j'ai un enfant, j'essaie de me tourner vers l'avenir. Allez. Allons-y. Ok, alors là, on est aujourd'hui. Ça y est. Ça y est. On est en 2023. Waouh. Big 2023. C'est quoi ta vie aujourd'hui, Mehdi? Je suis papa déjà. Comme félicitations, toi, ouais. Félicitations à toi aussi. T'es papa en 2021 ou... Exactement. Ouais. En 27 mai 2021. Donc c'est quand même ça change ta vie, hein. C'est un cliché, mais c'est une réalité. Et puis non, sinon, moi j'ai la chance quand même aujourd'hui, je pense un peu comme toi, tu vois, je pense que tu mesures un peu toujours ta chance de faire quand même un boulot que j'aime, d'en vivre. Voilà. Donc aujourd'hui, je parle de rap et je suis payé pour ça quand même. Donc c'est beau. C'était vraiment complètement inespéré pour moi, en tout cas dans ma tête, il y a 20 ans. Donc c'est cool. Et c'est vrai que parfois, c'est le rap étant, on en parlait un peu en antenne. Souvent, c'est vu comme une musique de jeunes, etc. Donc, tu peux un peu te dire, ouais, en prenant de l'âge, est-ce que t'en as marre? Et j'arrive pas à me lasser, en fait. Ouais. C'est un truc qui est super. Enfin, ça m'excite toujours autant. Après, évidemment, il y a d'autres choses dont j'ai envie de parler, etc. Et peut-être que ça arrivera. Mais ouais, hein, je crois que c'est ça. En fait, c'est encore ça qui m'excite, quoi. Me dire, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Qu'est-ce qui sort cette semaine? Tu vois, je suis encore là-dedans, en fait. À un moment donné, t'arrêtes. Je sais pas si tu restes bloqué en disant, ok, 2010, c'est ma limite. Ce qui sort après, ouais, je pense. Je dis non. Je pense. Après, il y a des gens qui arrivent à continuer, mais je pense parce qu'au bout d'un moment, t'as moins le temps. Tu vois, moi, c'est mon travail, en fait, d'aller diguer des trucs, mais je vois que la plupart des gens qui me suivent, souvent, ils sont plus jeunes que moi. Je pense qu'au bout d'un moment, je me serais dit, si, là, j'ai un taf, j'ai une famille à gérer, j'ai pas envie d'écouter les 15 albums qui vont sortir vendredi. Moi, j'ai encore envie de les écouter. Je pense que, et puis, il y a aussi un moment où, tu sais, il y avait une étude qui avait été faite à l'époque. Je cite pas du tout ma source, que je l'ai pas, donc, libre à vous de me croire ou pas. Tu sais, qui disait qu'au bout d'un moment, t'avais un peu, de la trentaine, t'étais frappé un peu d'amnésie musicale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc où t'arrêtes de découvrir des choses. Ouais. En fait, t'as déjà assez. Ça y est. Ta musique, t'as tes albums préférés pour la vie, et globalement, c'est très rare que tu découvres des choses. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont. Mais je pense que c'est sur l'artistique au global. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de kiff à regarder des classiques, tu vois. Ouais. Parce que j'ai assez de vécu pour avoir oublié des films. Et puis, t'es dans un truc où tu t'es moins déçu, tu vois. Et c'est vrai qu'on est quand même assez souvent déçu maintenant par des films où tu dis et tu dis des fois non, je vais me refaire un gros classique des années 90. Ouais, mais le risque c'est un peu d'être trop dans une situation de confort et d'être moins curieux. Tu vois, c'est tout un équilibre en fait à avoir. Si tu regardes que tes films préférés, tu dis bon, est-ce que je découvre encore des trucs, est-ce que tu vois, et voilà. Et donc en tout cas dans le rap, je suis encore excité. Je dis pas que tout est génial, mais je suis encore excité par ce qui peut sortir, par ce qui va sortir, et c'est ma vie. Ouais. Et tu penses qu'on n'a pas perdu en qualité? Non, en fait, je pense que le rap étant devenu une musique pop, il y a plus de gens qu'avant qu'en font. Ouais. Donc, il y a plein de gens pas très intéressants aussi. Mais il y a aussi des nouveaux trucs, tu vois. Je pense que moi, quand je vois des trucs qui sont sortis par la nouvelle génération, il y a des choses que je ne comprends pas. Et tant mieux, en fait. En fait, le rap, il a encore cette force-là de me bousculer, de me dire, attends, là, j'ai pas compris ce qu'il fait, là. Peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que c'est flingué, mais peut-être aussi que ça veut dire qu'il est en train de pousser des limites, tu vois. Moi, j'arrive à ça des fois sur des artistes qui arrivent où j'ai dans mes codes à moi. Ouais, on les a pas. J'arrive pas à voir là où c'est cool. Ouais. Et même, tu sais, même aujourd'hui, ils sont même plus limités par les rimes, par les structures de temps, etc. Où des fois, les mecs déconstruisent tout. Et des fois, je me dis, ok, peut-être que c'est trop bien pour mes références. Ou peut-être que c'est la musique d'une génération qui n'est pas la nôtre. Et c'est pas très grave, tu vois, parce que je pense que nous, enfin, c'est quand on écoutait la musique quand on avait 20 ans, nos parents, ils trouvaient sûrement ça flingué, et peut-être qu'ils la comprenaient pas. Et en fait, c'est la vie, il y a un moment aussi où, moi, pendant longtemps, j'étais en mode, non, il faut que je comprenne. Et je pense que maintenant, je suis aussi dans ce truc-là, je veux pas non plus faire du jeunisme. Ouais. Si je comprends pas la musique qu'un mec ou qu'une meuf de 20 ans ou de 15 ans écoute, peut-être que c'est bien, en fait. Ouais, mais. peut-être que c'est normal qu'on n'écoute pas la même musique. Mais je pense que ce qui a été différencié avec nos parents, c'est que nous, on est arrivé avec notre musique, tu vois, on avait le rap. Ouais. Aujourd'hui, il y a les petits qui sont dans la continuité du rap, on a eu l'impression un peu sauf que c'est un rap qui est différent. Bien sûr, mais c'est ça qu'on a du mal à admettre, c'est comme s'il y avait un protectionnisme de notre rap, il nous appartient, qu'est-ce que vous êtes en train d'en faire? Exactement. On leur a laissé la voiture et ils l'ont repeint dans toutes les couleurs. Et tant mieux, en fait. Moi, je pense, parce que tu vois, moi, j'ai
Quand Young Thug il est arrivé, je comprends rien. Je me dis mais c'est génial, tu vois, il y a un moment genre le mec il rappe pas comme les autres et Bien tout. sûr. Et je pense que là il y a plein de trucs qui arrivent et c'est pareil et on comprend pas et en fait et je pense que les gens qui ont 16, 17, 18 ans qui font des albums aujourd'hui, ils les font pas pour des mecs comme nous et tant mieux en vrai. Tant mieux, ouais. Tu vois. Donc c'est ce qui se passe et après c'est comment tu restes curieux pour essayer de comprendre quand même, de l'accompagner, de l'écrire, de le décrypter, c'est mon travail, sans forcément être fan de tout, quoi. Ouais, mais comme les premiers rappeurs qu'on chantait, dans les années 90, c'était la honte de chanter. Évidemment, t'avais des chanteurs et des chanteuses. T'avais des chanteuses de rap, quoi. Bien sûr. Des Asia et tout, qui n'étaient spécialisées. Karine. Jimmy Sissoko, ces gens-là. Voilà, qui n'ont pas eu de carrière, mais qu'on fait des albums et qui ont marché, mais qui ont des feats classiques, tu vois. Karine avec Oxmo, c'est. Karine, elle a 8000, c'était la voix. De ouf. Et après, il y a eu l'autotune, qui a mis ces gens, malheureusement, tu vois, qui les a un peu cassé des albums quand les rappeurs ont commencé eux-mêmes à chanter. Et là, je sais pas quand sortira l'émission, mais on va fêter les 15 ans de l'album 09 de Booba, qui était un peu... c'est un marqueur où Booba... Qui a pas très bien vieilli. Qui a des morceaux qui ont très mal vieilli. Mais par contre, qui a une énorme prise de risque. Voilà, et qui est super influent. En fait, c'est son album, je pense, le plus influent. Potentiellement, ouais. Mais qui est celui qui a le moins marché, qui est le moins qualitatif. Ouais, tout à fait. Et même lui, le dit, il maîtrisait pas du tout l'autotune, mais tu sens que même toute son équipe, tout le game n'était pas prêt encore. Exactement. À mixer ça. Ouais. Mais ça a créé un précédent, quoi. De ouf. Et aujourd'hui, c'est. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en vrai, j'étais au concert de 50 là récemment, je sais pas si t'étais. Moi, j'étais au Parc des Princes ce soir-là. J'ai choisi le foot au rap. Et donc t'as fini par choisir. Finalement, c'est ça la morale de cette histoire. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point il chantait beaucoup dans ses sons. Mais c'est un des premiers complètement capot. Et on a un peu une mauvaise image de 50 en mode gangsta rap, c'était un peu l'avènement de ça. Et en fait, c'est vrai qu'il chante énormément. Carrément. La plupart de ses refrains sont chantés. Ouais, à fond. Il y avait même dans ses couplets, il y a énormément de top line, etc. Bien sûr, c'était un des premiers, enfin, c'est toujours compliqué. Enfin, à l'époque, le rap français n'est pas du tout encore là. Non, trop bas. Et je sais que quand tu parles avec des rappeurs qui ont grandi avec 50, Hamza, par exemple, qui est exactement un rappeur qui est entre le rap et le chant, il te dit que, c'est 50 qui l'a influencé. C'est ouf. Tu vois, et qui lui a fait comprendre qu'on pouvait aussi bien rapper que chanter, etc. Donc ouais, 50, il est archi important et sur une période très courte. Tu sais, on oublie parce que des fois, on est là, on dit. C'est 3 albums en 2 ans, et après, ça redescend un peu. Et ça, c'est un truc qui me fascine aussi, tu vois, comment, tu sais, des fois, t'as des gens qui marquent vraiment. C'est pour ça qu'on parlait de Michael Jackson tout à l'heure, mais on se rend pas compte à quel point Michael, c'est n'importe quoi. En fait, il commençait enfant, il a fini, je sais pas quel âge il avait, et on est sur une période de règne quasiment discontinue. Alors que 50, même les Beatles, c'est 10 piges, en fait, tu vois. Mais donc voilà. Mais même Eminem, c'est pas si long. Mais après, il a continué toujours à vendre des disques. Après, c'est juste qu'ils sont pas très bien. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça période. C'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Mais cette période où il est très très fort, elle est assez. C'est 3 gros albums. Je suis d'accord. C'est 3 gros albums, un énorme film, et puis et le reste, on l'écoute pas en vrai. Je suis d'accord. Je pense nous, en tout cas, non. Mais ça vend encore beaucoup de disques, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et moi, l'album Revival et tout, ou Recovery, je trouve ça dur, mais c'est ça cartonne, tu vois. Enfin, la fanbase d'Eminem, elle est vraiment, mais je suis d'accord, ça période vraiment d'influence, c'est des périodes très courtes. Et c'est ça qui est intéressant quand t'as des gens qui arrivent, tu sais, une Beyoncé, qui arrive à rester là sur 20 ans, à impacter plusieurs générations. Je trouve ça incroyable, en fait. De tenir dans le temps et d'évoluer. Mais c'est pour ça que dans le rap, à part Booba, en vrai, en France. En France, il y a Booba. Des gens qui vieillissent pas mal. Rimka, c'est pas qu'il vieillit pas mal, c'est qu'il est meilleur aujourd'hui. Il s'améliore. Ouais, mais je trouve que c'est assez ouf, tu vois, il est curieux, pour le coup, par la curiosité, il rappe avec des gens qui font vraiment une musique très différente de la sienne, et tu vois, il reste pertinent. Ouais, mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, Rimka a jamais été cité parmi les gros rappeurs. Non, je pense plus maintenant que dans le passé. Et les petits connaissent Rimka beaucoup plus que des grosses stars de son époque. Tu vois. En 2010, Rimka, personne le cite, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, un Rimka est beaucoup plus hype qu'un Lafouine, tu vois. Alors qu'à une époque donnée, Lafouine est une resta. Ouais, bien sûr. Rimka, tu vois. Complètement. Ça a toujours été un peu ton bon numéro 8. Ouais, carrément, c'est vrai. Qui est là, joueur d'équipe. Grave. On va se terminer avec une petite interview Mélancolia. Je sais pas si t'as vu le film Mélancolia. De Lars von Trier. Bien sûr. Absolument. Très beau film. Très beau film, je trouve, sur une fin du monde, mais vraiment à échelle. C'est autre chose que Armageddon, quoi. C'est un autre. Voilà. C'est l'anti-Armageddon, voilà. Bien sûr. Mais même on adore Armageddon. La musique d'Aerosmith et tout, quand même. C'est une des meilleures musiques de film. Ouais, moi j'adore. J'adore Ben Affleck, tout jeune. Michael Bay, c'est très. C'est beau. C'est bête. Mais oui. T'as déjà vu des making-of de Michael Bay, c'est incroyable. Non, il paraît qu'il explosion. Il prend des risques de malade, les départs, il est à côté des explosions, il veut cadrer. Il s'en fout, ouais. C'est n'importe quoi. Mais c'était un peu, Armageddon, je trouve que c'est un peu le symbole de ce qu'on disait tout à l'heure, du film Papa. Complètement. Ouais.
Ok, alors on finit avec l'interview Mélancolia. On dit que, bon, bah, comme dans Mélancolia, il reste une journée. Il reste 24 heures. Ok. On choisit de la passer comme on veut. Et donc, on est obligé un peu de faire des choix. On le sait, c'est inévitable. C'est la dernière journée. Quel serait ton dernier plat? Mon dernier plat, je sais pas, moi je suis un... T'es plus obligé de dire le couscous de la belle-mère. Il y a plus de Non, jours. c'est la fin du monde, on n'a plus rien à foutre là. Tu joues plus rien. On va vraiment manger ce qu'on aime. Tu joues plus rien. Je sais pas, hein. Franchement, c'est dur ça. Non, je pense que, je sais pas si c'est un plat, mais je pense que ces derniers jours, je vais m'exposer dans un restaurant super cher, quoi. Je sais pas. Ah ouais, tu veux te faire un truc comme ça ou tu veux pas te faire une madeleine, un comfort food, non, truc que tu connais? je vais m'exposer la gueule. Ouais. Je pense, je sais pas, je suis jamais à la Tour d'Argent, tout le monde en parle, c'est bien ça? Tu as dû y aller, toi? Non. Bon, bah, je vais à la Tour d'Argent. Je vais voir si ça vaut vraiment sa réputation. Ok, donc tu veux te faire le resto que t'auras pas fait, que t'aurais jamais eu l'occasion que j'ai de jamais faire. fait encore. Ok. Complètement. Si tu devais écouter une dernière chanson. Waouh. Je pense Quand ça se disperse d'Akhenaton. Ok. Je pense. Tu finis sur du rap français quand même. Je pense hein, soit sur ça, soit sur Hey Jude des Beatles, parce que c'est la chanson préférée de ma mère. Mais là, c'est vraiment pour... Bah, de toute façon, les deux morceaux, c'est pour chialer. En tout cas, je vais chialer. Ouais. Donc, Quand ça se disperse, je pense. C'est ta meilleure chanson d'Akhenaton? C'est en tout cas un morceau, que j'ai trop écouté, que je trouve super mélancolique en plus, extrêmement mélancolique et nostalgique. Et je trouve que c'est un des plus beaux morceaux d'Akhenaton. Justement, il raconte un peu ses souvenirs d'enfant, etc. Et en plus, il a fait un moment, il était vraiment en dépression sur l'album Sol Invictus. C'est un morceau qui me touche beaucoup, donc je dirais ça, ouais. C'est Sol Invictus pour toi le meilleur album de... Non, c'est Metek et Matt. Mais il y a ce morceau-là sur Sol Invictus. Moi, j'ai beaucoup aimé le Black Album. Ouais, c'était bien aussi. C'était bien aussi. Très très cool. Ouais, carrément. Très cool, mais Sol Invictus, bien sûr. Ouais, génial. Plus que... Metek et Matt. Il a vieilli, Metek et Matt. Il a vieilli, mais moi, j'avoue, je suis... C'est presque du breakbeat et tout. Ouais, t'exagères. C'est vrai que son flow, lui, est beaucoup plus monotone et technique. Musicalement, c'est plus intéressant à partir de Sol Invictus, je trouve. Ok, si tu devais regarder une dernière série. Parce que je trouve, j'ai pas mis film exprès parce que je trouve que les séries, il y a un truc, on est souvent déçu par les fins. Ouais, t'as raison. C'est quoi la série où tu te dis jusqu'à la fin, ça finit comme ça? Une série, alors c'est pas forcément celle que j'aurais, mais une série où t'as vraiment une bonne fin, c'est Breaking Bad, où t'as un début à une fin. Et ça, tu as vu la fin alternative? Non. Non. Ils ont créé, tu l'as dans le bonus DVD où en fait, t'as la dernière scène et à la fin, t'as Hal de Malcolm qui se réveille en sursaut. Il se retourne et il dit à sa femme, j'ai fait un rêve de ouf. Incroyable. S'ils avaient vraiment assumé de le mettre en fin original, ça, ils auraient cassé le truc. Mais non, en vrai, Breaking Bad? Non, The Wire, parce que je l'ai vu qu'une fois. Et en fait, à chaque fois, je me dis, il faut que je revoie et c'est long. Ouais. Donc là, si on doit crever, autant mater les bons trucs, quoi. Donc, The Wire. Ok. Si tu veux dire un dernier je t'aime. À qui tu veux dire? Le dernier sera à qui? À ma fille. À ta fille? Ouais, forcément. Regardez un dernier match. Je reverrai PSG Barcelone de 1995 quand on bat 2-1 Barcelone au Parc des Princes avec un but de Vincent Guérin à la 87e minute. Tu finis sur un but de Vincent Guérin? Ouais, complètement, avec une passe de Valdo que j'ai rencontré d'ailleurs, parce qu'en fait c'était le match que j'avais enregistré et que je matais en boucle quand j'étais petit. Ouais. Et donc c'est une de mes premières émotions foot que je voyais et je revoyais. Ok. Et voilà. Même pas la finale Coupe des Coupes, Ngoti, pas la finale France 98. Pas un très beau match. La finale Coupe des Coupes, tu vois. Alors les finales sont jamais, alors que le match contre Barcelone, on touche 5 fois les poteaux, il y a Ginola qui est magnifique, il y a Rai, il y a Orea. Non, c'est ça. C'est ce match-là. Ouais. Ok. Si tu devais dire un dernier merci. À ma mère. C'est ta mère qui a un dernier évidemment. Merci. Une dernière folie. Le Tour d'Argent. tu l'as claqué là-dedans. Non, tu je sais pas. Pas une voiture, une dinguerie. Non, c'est pas mon truc, ça. Kiffer. Non, peut-être un voyage, si on a qu'un jour, c'est un peu compliqué. Mais peut-être, je sais pas, je vais dans un endroit paradisiaque, peut-être, un truc comme ça, tu vois. Je vais aux Maldives, jamais allé aux Maldives. Ok. Et une dernière pensée. Tu pars sur quelle pensée? C'est une bonne question, ça. Je me dis, j'en sais rien. Je pars sur, Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est... Ouais, peut-être un souvenir, hein. Bah, je pense que je penserais à ma maman quand même, tu vois, parce que elle est décédée et je pense qu'elle tu vois, elle m'a pas vu m'accomplir, tant est qu'on puisse s'accomplir en tant qu'adulte. Et je me dirais, j'espère que, même si ça se finit là dans 24 heures, j'espère qu'elle a vu tout ça quand même. Ok. Voilà. On est déjà presque à la fin. Bah, c'était trop court. C'est le dernier jour des vacances. Tu sais où tu dis, faut profiter, mais en même temps, t'es déjà un peu dans ton retour. Et tu dis au mec, on va se tenir au courant quand on rentre et on se tient jamais au courant. On se tient jamais au courant. Okay, Bien évidemment, on s'écrit des cartes postales. On s'écrira pas, c'est ça que t'es en train de me dire, on s'écrira jamais. Mais si, nous c'est différent. On est des gens modernes. Avant de terminer, j'ai une séquence que j'appelle la découverte où
Je Ouais. vais essayer de te faire découvrir quelque chose. Ah, je pense que tu vas réussir. sais pas. Je suis allé sur le terrain du manga parce que je me suis dit, Ouais, bah ouais, bien vu. c'est un truc à défricher, Ouais, justement. complètement. Alors, j'ai pris Tokyo Revengers, qui est édité chez Glénat. Alors, j'ai choisi Tokyo Revengers parce que c'est un manga type Furio, ce qu'on appelle. C'est que c'est des mangas qui sont dans notre réalité et qui parlent des gangs au Japon. Ok, Donc, c'est vraiment un genre de manga. ok. Et donc, ils sont pas du tout dans la fantasy ou dans ces choses-là. Et qui est très, très intéressant, où en fait, on suit l'histoire d'un ce qu'on appelle les Furita au Japon. C'est des mecs entre 18 et 35 ans et qui ont pas trop d'ambition professionnelle, qui sont un peu au chômage ou dans des Ok. tafs un peu précaires, et qui est un ancien mec de gang et qui se rend compte que il va aux infos que son ex-petit ami est décédé. Il a bientôt la trentaine et que tous ses anciens potes de l'époque sont devenus... eux sont restés dans le gang là où lui, à 18 ans, il a préféré partir et ont eu tous des vies un peu de merde, soit ils sont morts, soit machin. Ok. Et en fait, il est projeté dans le passé, au moment où il quitte le gang, et il va décider en deuxième chance de rester dedans, de monter dedans et de faire imploser en fait le gang et de sauver un peu tous ces Ok. gens-là. Et c'est vraiment cool parce qu'on voit vraiment en termes de scénario, c'est cool. Je pense que ça pourrait faire Le pitch est très bon bien. film. Le pitch est bien. Et tu je fais pense bien que le ça pitch. pourrait te plaire. Ok, trop bien. Donc, Eh ben, je note. Je sais que pour ceux qui sont pas manga, c'est plus difficile de faire rentrer dans des univers un peu plus Ouais, comme One complètement. Piece, Là, ou au moins, etc. c'est réaliste. Enfin, Et, c'est dans et un moi, je autre conseille monde. souvent pour les gens qui sont pas là-dedans d'être dans des Furio où c'est t'as GTO. Furio, tu dis, ça s'appelle Ouais. le genre. Bah, Ok. GTO, c'est du Furio, Ok, ok. même Slam Dunk, où c'est plus sur des problématiques un peu de notre De plus la- réaliste. Ouais, ok. j'ai Plus compris. réaliste. Donc Trop voilà, bien. Tokyo Revengers, c'est qui est chambé, c'est encore en prod. On est au 27 ou 28e tome et c'est chambé. Ok, je note. Merci beaucoup. Ok, c'est quoi ton actualité, Mehdi? Bien, mon actualité est toujours parée de rap. Parce que je Bien n'arrive sûr. pas à m'en lasser, comme je te disais. Donc, ouais, le code, toutes les semaines. Le Sur code ta- review. sur la chaîne, le code YouTube. Ouais, exactement. Le code review aussi, qui est une table ronde toutes les 2 semaines avec Sandra Gomez et Raphaël Dacruz. C'est mon actualité. Et il y a un autre nouveau programme aussi que j'ai lancé cet été. On a fait seulement des épisodes pour le moment qui s'appelle Mehdi et demi. Ok, Qui est un peu, enfin, comment dire, c'est une sorte de balade. ok. On a fait un premier épisode pendant avec Sadek, Soprano, etc. Un deuxième avec Jérôme Niel, Kemar. Ah oui, donc tu te limites pas au rap? Ouais, justement, on ouvre et là on a un troisième qui peut-être sera sorti au moment où cet épisode sortira, avec un casting très cool. Et voilà, où justement moi j'ai envie aussi de développer Mélanger autre un peu, chose, ouais. d'être pas uniquement dans l'interview, mais aussi dans la rencontre, de me lâcher un peu plus. Donc voilà, ça je suis en train de développer ça aussi. Ok, et c'est Voilà. sur ta chaîne YouTube? Sur la même chaîne YouTube que vous pouvez retrouver le code review, Ok, etc. donc allez voir sur la chaîne YouTube de Mehdi. Je vous en supplie. D'accord. Est-ce qu'il y aura un retour de rap jeu un jour? C'est pas du tout prévu. Un jour peut-être, mais tu vois, il faut savoir partir au bon moment. Par contre, ça a dû pomper beaucoup d'énergie, je pense. C'est pas tant ça. Organiser c'est- un jeu, c'est un truc quand même. Hein. Ouais, c'est un truc, mais c'est surtout un moment. Moi, j'essaye. Tu vois, je pense On dans va la te vie, demander tout le temps, non? tout le temps. Mais dans la vie, il faut s'inspirer de Zidane et de Jay-Z, je pense. Donc, faut essayer de partir au bon moment. Tu vois, genre. Au prime. Ouais, enfin, au prime, sans trop se la raconter non plus, mais en tout cas, se dire, ouais, là, j'essaye de pas faire le Ouais, combat avant de trop, le saouler, match ouais, de bien trop sûr. avant. Et je pense que la dernière Soigner saison de ses Rap sorties. Jeu, c'était celle qui, pour moi, ponctuait tout Avant ça. d'avoir des invités moins intéressants. d'être Exactement, moins, toi d'avoir l'impression de faire la même chose, Ouais. donc voilà. Mais après, s'il faut un jour rechausser les crampons. les crampons, peut-être que ça, mais c'est pas du tout prévu. Ok. Pour terminer, la tradition, c'est qu'on termine avec un cadeau. C'est magnifique. Et ça me fait plaisir parce que moi, j'adore recevoir des cadeaux. Moi Et aussi. j'adore en offrir. Bah écoute, Des fois, je suis plus impatient donc d'offrir un cadeau que de le trop recevoir. bien. Alors, Il pour y a un moi, papier c'est- cadeau en plus. Eh ben, bien sûr. C'est pas moi qui l'ai fait, sinon il aurait été catastrophique. Ok, tu peux l'ouvrir là? Ah ben, bien sûr. On veut. Alors, tu l'as peut-être déjà. Waouh! Mais pour moi- quand t'offres un cadeau, c'est le genre le plus grand album de tous les temps, toi. Bah, pour moi, c'est Ok. s'il y a un objet qu'on doit avoir à la maison, c'est le Évidemment. vinyle de. Je l'ai en CD, mais je l'ai pas en vinyle. Voilà. Je le montre là. Fais pas ça, toi, Nelly. Ça, c'est classique, bon, évidemment. Pour moi, c'est un objet où, peu importe que t'aies un tourne-disque ou pas, c'est un objet Oui, qu'on doit avoir. voilà, évidemment. Je vais le mettre à l'écart de ma fille pour pas qu'elle le bousille. Pour toi, c'est le plus grand album de Michael ou pas? Parce que c'est le plus vendu, c'est C'est- l'album le plus vendu de toute l'histoire. Bien sûr. Mais est-ce que c'est le plus grand? Moi, mais c'est pas pour faire l'intéressant, mais je pense que je préfère Off the Wall, celui d'avant, Ah ouais, que d'accord. j'adore. Ah ouais. Mais celui-ci, il est plus parfait. Parce que Je veux souvent, la bagarre, c'est entre Bad et Thriller, tu vois. dire. Ouais, bah j'aime bien. J'aime beaucoup, genre je parle comme si c'était... Non, Bah, tout c'est est sympa. génial. Mais j'adore Off the Wall, qui est en fait pour moi un vrai album de soul, tu vois, R&B, etc. Avant, et en fait d'ailleurs tu connais l'histoire, c'est qu'en fait Off the Wall n'est pas nommé au Grammy, tu vois. Enfin, en tout cas il est nommé genre dans la catégorie R&B, et lui se dit mais en fait moi je veux être le numéro 1. Et Ouais. donc c'est ce qui fait que Thriller devient Plus cet mainstream. objet pop
Plus mainstream, ouais. Où il y a 10 morceaux, il y a 10 tubes. Donc, mais c'est vrai que j'adore Off the Wall, mais en fait, j'adore tout. En fait, c'est même pas ça, c'est que ça, on l'a tellement entendu que t'as un peu ce truc-là de se dire, bon, bah, bien sûr que c'est génial. Tu vois, en fait, t'as l'impression. Ouais, c'est vrai que surtout, est-ce qu'on a eu le choix de se dire que c'était bien parce qu'on a tellement tout écouté. Voilà. Alors que quand tu vas défricher un peu tout, tu dis, putain, mais il y avait aussi ça, et même les Jackson 5, etc. Ouais. Donc, même les Jackson 5, c'est très cool. C'est charmé. Il y a des morceaux que j'ai découverts très tard. Bien sûr. Mais en fait, c'était charmé, les Jackson 5. Mais bon, c'est dur de dire que c'est, tu vois. Mais s'il devait en avoir un, ça reste quand même. Ouais, je pense. Et je regardais, là, il y a eu un classement en 2020 des Rolling Stones des 500 meilleurs albums de tous les temps. Ok. Et bien, figurez-vous qu'il n'est que 11 ou 12e, celui-là. Et c'est lequel, le premier? Celui-là, Elvis, Beatles. le premier, c'est What's Going On de Marvin Gaye. Ah oui, bon, ça va. C'est pas dégueu. Ça va. Mais voilà. 11e. Ouais. C'est le premier dans le classement. Michael dans le classement. Il y a 2 Beatles ça a été avant fait lui. par des sourds. Ou des rageux, des mecs à qui ils devaient de l'oseille, je pense. C'est possible. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, avec plaisir. Merci Mehdi d'être venu. Bah, avec plaisir. Merci pour l'invitation. C'est trop cool. C'était un gros plaisir. Bah, pareillement. Merci à vous de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Mehdi également pour voir son travail très qualitatif. Et on se dit à la semaine prochaine.